Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, on s'attaque à un très gros morceau du programme de seconde, Andromaque, de Jean Racine. Alors je sais, une pièce écrite il y a plus de 350 ans, ça peut faire un peu peur. Mais vous allez voir, c'est une véritable machine infernale, une mécanique de précision. Et notre objectif, ensemble, ça va être de démonter les rouages de cette machine pour comprendre comment elle arrive à nous toucher encore aujourd'hui. Tout part de là. Cette phrase, vous l'avez sûrement déjà entendue. Elle résume toute la pièce. Mais attention, ce n'est pas juste un résumé, c'est bien plus que ça. C'est le véritable moteur de la tragédie. Imaginez une chaîne d'amour à sens unique, une impasse totale qui emprisonne chaque personnage. Dès le lever du rideau, en fait, ils sont tous déjà piégés. Aucune issue n'est possible. Voilà la question qui va nous guider. Parce que chez Racine, rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé, millimétré. On va donc analyser ensemble comment cette structure, qui est absolument implacable, va conduire presque mathématiquement à la catastrophe finale. Alors, prêt? On se lance dans l'enquête, au cœur de la mécanique tragique. Allez, on commence notre analyse avec le personnage qui donne son nom à la pièce, Andromaque. Forcément, elle est au centre de tout. Elle est à la fois le cœur moral de l'œuvre, mais aussi, et c'est tout le problème, la source involontaire de tous les conflits. Ce qui définit Andromaque, c'est ce qu'on appelle un dilemme tragique. Et ça, c'est une notion vraiment clé à bien retenir. D'un côté, elle a un devoir de fidélité absolue à la mémoire de son mari mort, Hector. Et de l'autre, elle a un devoir de mère. Elle doit sauver son fils Astyanax. Le problème, et c'est précisément ça la tragédie, c'est que ces deux devoirs sont totalement incompatibles. Quoi qu'elle choisisse, l'issue sera terrible. Écoutez bien cette phrase d'Hector qu'elle se répète à elle-même. Ça montre tout le poids qui pèse sur ses épaules. Ce n'est pas juste un souvenir, non, c'est un serment. Alors la question qui la torture en permanence, c'est faut-il trahir ce serment pour sauver son fils ou bien condamner son fils pour rester fidèle? C'est une torture psychologique de tous les instants. Pour analyser cet état de souffrance, on utilise un terme littéraire bien précis qu'il faut connaître, le suc dolore. Le suc dolore, c'est une douleur morale qui est immense, insurmontable, mais qui est vécue avec une très grande dignité. Andromaque ne crie pas, elle ne se déchaîne pas, elle endure. Et c'est cette noblesse dans la souffrance qui la rend à la fois admirable et profondément pathétique. C'est la figure de la Mater Dolorosa, la mère de douleur. Passons maintenant à son opposé total, son miroir inversé. Hermione. Autant Andromaque est dans la retenue, le devoir, la douleur silencieuse, autant Hermione, elle, est l'incarnation même de la passion explosive et de l'orgueil blessé. Hermione aussi fait face à un dilemme. Mais attention, il est très différent de celui d'Andromaque. Pour elle, ce n'est pas un conflit moral entre deux devoirs sacrés. Non, c'est un conflit tout intérieur entre sa passion dévorante pour Pyrrhus et son honneur de princesse qui vient d'être publiquement humilié. En gros, l'amour ou l'orgueil, c'est ça qui la déchire. Et ce qui est absolument fascinant ici, c'est de voir comment son dilemme se résout. Regardez bien la construction de la phrase. Oreste, qui n'ose y croire, hésite. Il demande « qui ?» Et la réponse d'Hermione tombe comme une lame de guillotine. Pyrrhus. C'est froid, c'est net, sans appel. La passion humiliée vient de se transformer en un ordre de mort. Et le terme littéraire qui correspond à cet état, c'est le furor. C'est l'opposé exact du dolore d'Andromaque. Ici, la passion n'est plus du tout contenue. Au contraire, elle explose, elle submerge tout et elle détruit tout sur son passage. Le furor, en fait, ça fait perdre toute raison et ça transforme Hermione en une sorte de monstre, capable d'ordonner le meurtre de l'homme qu'elle aime. Bon, maintenant qu'on a bien identifié nos deux forces en jeu, le dolore d'Andromaque d'un côté et le fureur d'Hermione de l'autre, on va voir comment leur collision va provoquer, inévitablement, la catastrophe finale. Et voilà, on y est, au point de non-retour. Quand Andromaque, poussé à bout par sa souffrance, par son dolore, accepte finalement d'épouser Pyrrhus, eh bien sans le savoir, elle allume la mèche qui va faire exploser le baril de poudre du furor d'Hermione. C'est l'étincelle. À partir de ce moment précis, la machine tragique est lancée à pleine vitesse, et plus rien ni personne ne pourra l'arrêter. Le dénouement est d'une violence et d'une rapidité absolument incroyables. En une seule scène, tout bascule. Pyrrhus est assassiné en plein mariage. Hermione, qui réalise l'horreur de ce qu'elle a provoqué, maudit Oreste et se suicide sur le corps de celui qu'elle aimait. C'est la destruction totale, un vrai carnage. Alors on peut se demander, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi nous montrer une telle horreur? Eh bien c'est tout le but de la tragédie qui est résumé par un dernier concept essentiel, la catharsis. L'idée, c'est qu'en voyant les ravages terribles des passions sur scène, le spectateur va ressentir deux émotions très fortes, la terreur et la pitié. Et ces émotions sont censées le purger, le purifier de ses propres tendances négatives. C'est une sorte de leçon de morale, mais qui passe par l'émotion brute.
Et je vous laisse avec cette question, qui est vraiment la question au cœur de la tragédie. Est-ce que ces personnages sont les victimes d'un destin implacable, écrit d'avance, ou est-ce qu'au fond, ils sont les artisans de leur propre malheur à cause de leur passion incontrôlable? Racine, évidemment, ne donne pas de réponse toute faite. Et c'est là toute sa force. Il nous oblige à réfléchir à ce qui, dans nos propres vies, relève de nos choix et ce qui, peut-être, nous échappe. Et ça, vous voyez, c'est une question qui est toujours aussi actuelle aujourd'hui.